Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente un cours sur l'axe paradigmatique et axe syntagmatique. À la lumière de ce site-là, Metro de Poemas. Ok, allez, commençons. Donc, commençons d'abord par la définition de la langue. La langue est un phénomène qui se déroule dans le temps. Quand on parle, on prononce un mot, suivi d'un autre, et ainsi de suite. Pensez au nombre total de phrases possibles en français. En fait, il y a une il y en a une infinité. Par contre, on peut former cette infinité de phrases au moyen d'un nombre élevé mais fini de mots. Disons quelques centaines de milliers au maximum. Et on peut former ces milliers de mots au moyen d'un petit nombre de 100, une trentaine en français, ou de lettres, 26 lettres plus que diacritique, axe paradigmatique et axe syntagmatique. La langue est un phénomène qui se déroule dans le temps. Quand on parle, on prononce un mot suivi d'un autre et ainsi de suite. La série des mots, la série des mots qu'on prononce définit un axe en ligne qu'on appelle l'axe syntagmatique. L'existence de cet axe a une influence fondamentale sur le fonctionnement de la langue. Si on veut relier deux éléments dans l'axe syntagmatique, il faut le faire en fonction de la linéarité, soit en les rapprochant dans la chaîne, soit en les reliant par un autre mécanisme, comme l'accord. En même temps, le choix des éléments dans l'axe syntagmatique se fait en général élément par élément. Prenez les phrases suivantes. Cette salle de classe, une porte et 5 fenêtres. La salle de classe, cette chambre. Cette salle de classe possède une porte et 5 fenêtres. Une porte et 5 fenêtres. Notez les colonnes. On a remplacé un seul élément de la première phrase par un élément dans une autre phrase. L'axe de substitution s'appelle l'axe paradigmatique. L'axe paradigmatique. Cet axe fonctionne. Notez. Cette salle de classe a une porte. La salle de classe a une porte et 5 fenêtres. Cette chambre a une porte et 5 fenêtres. Cette salle de classe possède une porte et 5 fenêtres. Notons les colonnes. On a remplacé un seul élément de la première phrase par un élément dans une autre phrase. L'axe de substitution s'appelle, voilà, l'axe paradigmatique. Cet axe fonctionne au niveau des sons, au niveau des mots et même au niveau des phrases. Expérience, prenez à des phrases qui pourraient se remplacer. En général, la substitution se fait un élément à la fois, mais il arrive que le choix d'un élément détermine le choix d'autres. Prenez des exemples précédents. Une fois qu'on choisit un nom féminin comme salle de classe ou chambre, on est obligé de choisir un article féminin comme là, ou c'est plutôt qu'un article masculin. Ou encore le choix d'un sujet singulier demande le choix d'un verbe singulier. Les contraintes de la sens s'appellent les dépendances syntagmatiques. Les dépendances syntagmatiques. La substitution. On peut laisser le sens global plus ou moins inchangé. La substitution, on peut laisser le sens global plus ou moins inchangé. Ou il peut obéir seulement à des contraintes grammaticales. Ou on remplace un nom par un autre nom. Par exemple, un nom par un verbe. Forme et substance. Le linguiste suisse Ferdinand de Saussure 1972 a dit que la langue est une forme et non une substance. Par cela, il voulait dire que malgré les variations individuelles, il existe une base commune qui nous permet de communiquer au niveau des formes et au niveau des sens. Prenez l'exemple des graphies. Les formes d'écriture. Il existe plusieurs façons de former la plupart des lettres, mais nous arrivons le plus souvent à les distinguer. C'est que derrière la substance de chaque graphie individuelle, il existe une base commune. On trouve la même chose au niveau du sens. Une phrase comme je l'ai vue hier peut s'employer dans une infinité de contextes différents. Malgré cela, son sens essentiel reste le même.
En d'autres mots, la substance change, mais la forme reste la même. Signifiant, signifié et signe. Le plus souvent en linguistique, ce n'est pas ce qui est individuel qui nous intéresse, mais plutôt ce qui est commun. Le fait que tel ou tel individu a telle ou telle prononciation nous intéresse moins que le fait qu'il existe une façon de prononcer qui caractérise un groupe. Par exemple, il existe un grand nombre de prononciations individuelles pour le mot chat. Par exemple, il existe un grand nombre de prononciations individuelles pour le mot chat. Mais toutes ces prononciations ont un noyau commun. Ce noyau s'appelle le signifiant. Notez que le signifiant n'existe pas comme entité physique. On ne peut pas entendre un signifiant, on entend des sons. Mais le signifiant montre sa présence par le fait que nous sommes capables de reconnaître qu'une série de prononciations sont en fait des exemples du même mot. Il en va de même pour le sens, comme nous l'avons vu dans le cas de je l'ai vu hier. Une suite de mots peut avoir une variété d'interprétations selon la situation et le contexte. Malgré cela, chaque mot possède un sens général, constant d'une situation à l'autre. C'est cette base abstraite qui nous intéresse. Nous appelons le signifié. Par exemple, la suite je peut s'employer par beaucoup d'individus différents. Malgré cela, son signifié reste identique. La personne qui parle. Comme le signifiant, le signifié est une entité abstraite dont on peut déceler l'existence par l'observation des exemples de communication. Notez bien cependant qu'on ne peut pas observer un signifiant ou un signifié dans sa contrepartie. On peut parler du signifiant chat seulement dans le contexte d'un mot où il y aurait en même temps un signifié. Par exemple, la suite des lettres CHAT ne serait pas un signifiant dans le mot achat. De la même façon, nous avons dans nos têtes beaucoup de sentiments, d'impressions, d'idées, mais ces choses ne deviennent des signifiés linguistiques au moment où on les exprime au moyen d'un signifiant. Donc, les signifiants et les signifiés ensemble font partie d'une unité plus grande qu'on appelle le signe linguistique. L'arbitraire du signe, vous connaissez déjà ça? Les fonctions linguistiques. La commutation des codes, langage humain et les autres langages. On entend souvent des expressions dans lesquelles figure le terme langage. On parle du langage des fleurs, le langage des gestes, le langage des abeilles. Il est facile de comprendre pourquoi on utilise des expressions de la sorte. Dans tous les cas, il y a un signal et un message. Si j'offre des fleurs, c'est le signal d'une émotion. Si un chien montre ses dents, c'est le signal de quelque chose. Le choix des vêtements peut fonctionner comme signal. Mais en même temps, qu'est ce qui distingue le langage humain au sens strict de ces autres langages? Voir ces trois différences. Le langage humain permet de parler des choses dans le passé, dans l'avenir, hypothétique, ou même impossible. On parle de sa capacité de déplacement. Le langage humain peut servir à définir son propre système. Ainsi, si je ne comprends pas un mot, je peux demander son sens à mon interlocuteur ou je peux chercher dans un dictionnaire, ce qui est même plus frappant. C'est qu'on peut traduire n'importe quel autre système de signes dans le langage. À la place des fleurs, je peux lire je t'aime. À la place d'une affiche, je peux dire il est défendu de fumer ici. Cette capacité métalinguistique dépasse de loin ce qu'on trouve dans les autres langages. Oui. Troisième caractéristique particulière du langage humain, formulée d'abord par le linguiste André Martini, s'appelle la double articulation. Prenez au nombre total de phrases possibles en français. En fait, il y en a une infinité. Par contre, on peut former cette infinité de phrases en moyenne d'un nombre élevé, mais fini de mots, disons quelques centaines de milliers au maximum. Et on peut former ces milliers de mots en moyenne d'un petit nombre de sons, une trentaine en français, ou de lettres, 26 lettres, plus quelques diacritiques. La division d'une infinité de phrases en un nombre infini de mots s'appelle la première articulation. La division d'une infinité de phrases en un nombre infini de mots s'appelle la première articulation. Tandis que la division des mots en petit nombre de sons
ou des lettres s'appelle la deuxième articulation. Aucun autre système ne possède une telle double articulation. C'est cela, semble-t-il, qui explique la puissance de la langue comme mécanisme de communication, synchronie et diachronie. L'étude de la langue peut se faire selon deux perspectives temporelles. D'un côté, on peut analyser un état de langue, c'est-à-dire de façon de parler d'une communauté linguistique à un moment donné. Synchronie, d'accord, à un moment donné, synchronie. Ainsi, le français parlé dans les années 1990 serait un état de langue. Évidemment, les dimensions d'un état de langue sont variables. Le système grammatical d'une langue change assez lentement. Par conséquent, dans une étude grammaticale, un état de langue peut représenter quelques décennies. Par contre, le lexique change plus rapidement. Un état de langue lexical peut se limiter à quelques années seulement. L'étude d'un état de langue s'appelle l'état synchronique. Dans une autre perspective, on peut étudier l'évolution d'une langue à travers le temps, les gains et les pertes, ainsi que le passage d'une langue à une autre. Cela s'appelle la linguistique diachronique. Donc voilà, on se contente de cela. Merci et au revoir. Donc, revenons si vous voulez à l'axe diachronique et l'axe paradigmatique et l'axe syntagmatique. La langue est un phénomène qui se déroule dans le temps. Quand on parle, on prononce un mot, suivi d'un autre, et ainsi de suite. La série des mots qu'on prononce définit un axe, ou ligne qu'on appelle l'axe syntagmatique. L'existence de cet axe a une influence fondamentale sur le fonctionnement de la langue. Si on veut relier deux éléments de l'axe syntagmatique, il faut le faire en fonction de la linéarité. Soit en les rapprochant dans la chaîne, soit en les reliant par un autre mécanisme comme l'accord. En même temps, le choix des éléments de l'axe syntagmatique se fait en général élément par élément. Prenez les phrases suivantes. Cette classe a une porte et 5 fenêtres. Cette classe, la salle de classe, a une porte et 5 fenêtres. Cette chambre a une porte et 5 fenêtres. Cette salle de classe possède une porte. Notons les colonnes. On a remplacé un seul élément de la première phrase par un élément dans une autre phrase. L'axe des substitutions s'appelle l'axe paradigmatique. Cet axe, l'axe de substitution, s'appelle l'axe paradigmatique. Cet axe fonctionne au niveau des sons, au niveau des mots et même au niveau des phrases. En général, la substitution se fait un élément à la fois, mais il arrive que le choix d'un élément détermine le choix d'un autre. Prenez les exemples précédents. Une fois qu'on choisit un nom féminin comme salle de classe ou chambre, on est obligé de choisir un article défini, un féminin comme la ou cette, plutôt qu'un article masculin. Encore, le choix d'un sujet singulier demande le choix d'un verbe singulier. Les contraintes de la chose s'appellent les dépendances syntagmatiques. La substitution peut laisser le sens global, ou plus ou moins inchangé, ou elle peut obéir seulement à des contraintes grammaticales, où on remplace un nom par un autre nom, par exemple, et non par un verbe.